Il est l'heure de parler de WrestleMania, puisque oui, WrestleMania aura lieu dès ce samedi. Nous sommes très très proches de le plus gros week-end de catch de l'année. WrestleMania arrive, WrestleMania 39, un WrestleMania, vous allez voir, extrêmement bien construit. Bienvenue dans cette vidéo, très chers fans de catch, où je vais vous révéler mon booking de WrestleMania 39. On va parler de tous ces matchs, de l'ordre du match qui m'intéresse le moins jusqu'au match qui m'intéresse le plus. Pour chaque match, je donne mon booking, qui est-ce que je ferai gagner et pourquoi. Et je reviens sur la construction de ce match et où en est ma hype. Donc, nous avons en tout 13 matchs. Ce show va être séparé en 2 nuits. C'est très très bien. On va avoir 2 shows de 4 heures, je pense à peu près. Ça va être vraiment très très bon. Commençons par les matchs où j'en ai rien à péter. Je suis en mode OSEF. Je sais pas trop ce que ça fait sur la carte, ça va être du remplissage, dans l'espoir que ces matchs ne durent pas trop longtemps, qu'il n'y ait pas trop de temps d'antenne, puisqu'ils n'en méritent pas tant que ça. Je vois 3 matchs OSEF. Le match qui m'intéresse le moins, c'est le Fatal 4-Way féminin, le Tag Team Showcase féminin. Liv Morgan et Raquel Rodriguez versus Natalia et Shotzi versus Sonya Deville et Chelsea Green versus Ronda Rousey et Shayna Baszler. Vous constaterez que dans ces 4 équipes, il n'y a qu'une seule véritable équipe établie en les personnes de Ronda Rousey et Shayna Baszler qui ont l'habitude de faire des tag teams ensemble depuis quelques temps. Tout le reste des équipes, ce sont des équipes qui ont été fabriquées pour ce Fatal 4-Way. Les gagnants de ce Fatal 4-Way seront les challengers numéro 1 au titre de Becky Lynch et Lita. On va passer par 4 chemins, il n'y a qu'un seul résultat plausible, logique, etc., c'est Ronda Rousey et Shayna Baszler. Pourquoi? Déjà, ce sont des heels, et Becky Lynch, Lita et Trish Stratus ont toutes les chances de conserver leur titre. Donc, on va avoir Ronda Rousey et Shayna Baszler qui seront les challengers numéro 1. C'est la seule équipe que je trouve logique à aborder ces titres, puisqu'on a vu que le projet Ronda Rousey et le projet Shayna Baszler en solo ont échoué, malheureusement. Alors qu'en équipe, elles peuvent être très efficaces tous les deux, avoir une équipe dominante, c'est vraiment un titre que je verrai sur elles pour qu'elles aient un règne dominante et qu'elles élèvent un peu ces titres par équipe, qui depuis le début n'ont aucun prestige. Avec Ronda Rousey et Shayna Baszler, on peut avoir un titre qui gagne un petit peu de prestige, on va pas se mentir. Donc évidemment c'est logique, c'est celles qui ont le plus de star power en plus de ça. Toutes les raisons portent à croire que ce sont elles qui doivent gagner ce Fatal 4-Way pour ensuite défier Becky Lynch et Lita et remporter ces putains de titres. Avoir un Fatal 4-Way, ça me hype pas plus que ça. Ce match va pas être forcément très très bon, spot fest, etc. Mais Ronda Rousey ou Shayna Baszler feront un armbar, une prise de soumission pour remporter ce Fatal 4-Way. Passons. Autre match OSEF, et bah c'est l'autre Fatal 4-Way, mais celui-ci est masculin. Il me hype à peine plus, puisqu'au moins on a affaire à que des équipes établies, contrairement aux femmes. On a Braun Strowman et Ricochet qui affrontent Alpha Academy, qui affrontent les Street Profits, qui affrontent les Viking Riders. Construction de match absolument OSEF, c'est des équipes qui ont mérité leur place ici en gagnant des combats. Bref, on est sur le même principe, le gagnant de ce Fatal 4-Way, les gagnants de ce Fatal 4-Way défieront les tenants en titre par équipe après WrestleMania. Vous verrez dans le booking que je vois bien Sami Zayn et Kevin Owens remporter les titres par équipe, en l'occurrence une équipe de face, donc il est logique de faire remporter une équipe de heel. Donc on écarte Braun Strowman et Ricochet de l'équation, ainsi que les Street Profits, qui méritent tous, mais on les écarte. Il nous reste Alpha Academy, une équipe de jobbers, de blagueurs qui n'ont aucun mérite, et les Viking Riders qui ont quand même de très bons matchs récemment à tous les SmackDown. Ils ont toujours fait des très très bons matchs cette équipe et un bon run de heel pour l'instant. Il leur manque de victoire, il leur manque de prestige, mais ça peut être une superbe occasion pour eux de devenir challenger numéro 1 et de défier Sami Zayn et Kevin Owens en tant que premier adversaire. Je vois donc Viking Riders remporter ce Fatal 4-Way masculin pour les titres, pour devenir challenger numéro 1 au titre par équipe. Suivant, et enfin pour terminer les matchs où je ne suis pas vraiment hypé, qui m'intéressent pas tant que ça, Becky Lynch, Lita et Trish Stratus contre le Damage Control dans son intégralité. Cette rivalité dure depuis beaucoup trop longtemps. Je trouve que Becky Lynch, c'est dommage qu'elle se retrouve enfermée dans cette histoire avec le titre par équipe alors qu'elle a du star power en solo qui est massif, Becky Lynch, et c'est dommage de l'avoir se retrouver là-dedans avec des retraités, quoi, Lita et Trish Stratus qui ont perdu un peu dans le ring, on va pas se mentir. Sa rivalité face à Bayley dure depuis je ne sais pas combien de mois. On commence à en avoir fait sincèrement le tour, ça fait plus de 3 mois qu'elle se tourne autour, Becky Lynch et Bayley. Bref, c'est vraiment vraiment long, ça va enfin se terminer à WrestleMania.
Évidemment, elles vont conserver, puisqu'on veut avoir ce match Becky Lynch face à Ronda Rousey et Shayna Baszler. Il y a de l'histoire entre Becky Lynch, Ronda Rousey et Shayna Baszler, donc il y a quelque chose à raconter là. Donc, qu'on fasse gagner ça au titre pour qu'on ait cette dernière histoire avec Becky, Ronda et Shayna, et qu'on passe à autre chose. Victoire des Faces, ça fait du bien. On passe maintenant aux 2 matchs qui me hype un petit peu, pas tant que ça, je ne les attends pas. À vrai dire, je ne les attends pas, mais quand ils vont arriver, je pense que je vais avoir de bons matchs. Donc voilà, ma hype, elle est à peu près lambda. On commence par Edge versus Finn Balor dans un Hell in a Cell. Alors oui, Edge est très très bas dans la hype, hein. Il arrive même pas au tiers des matchs qui me hype le plus, malheureusement. Alors que Edge était mon catcheur préféré quand j'étais enfant, et même à l'heure actuelle, j'aime beaucoup Edge. Même un Hell in a Cell, ça va être hypant. Sa rivalité face à Finn Balor et au Judgment Day dure depuis 1 an, exactement. Et oui, c'est au Raw après WrestleMania que le Judgment Day a trahi Edge. Ça fait donc 1 an que cette histoire dure, c'est une histoire sur le long terme. Pareil, on commence à être un petit peu fatigué, mais Edge va enfin attaquer, avoir ses mains sur Finn Balor dans un Hell in a Cell. Le Hell in a Cell est justifié parce qu'au bout d'un an de rivalité, c'est normal qu'on sort un Hell in a Cell, donc ça paraît justifié là-dessus, j'ai aucun souci à ce niveau-là. Mon souci, c'est Finn Balor qui, je trouve, n'est pas un excellent heel. Il n'a jamais concordé avec l'esprit du Judgment Day alors que c'est le nouveau leader du Judgment Day quelque part, et il n'a jamais vraiment été à l'aise. Son image n'a jamais été en accord avec le Judgment Day quelque part. Damon Priest, Rhea Ripley et Dominic Mysterio sont en accord total avec l'esprit du Judgment Day. Finn Balor ne l'a jamais été. La promo de Finn Balor n'a jamais été bonne non plus. Alors c'est un excellent catcheur sur le ring, bien sûr, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Mais sa promo n'est pas forcément bonne. Le personnage du démon, maintenant c'est du vu et du revu, et ça a perdu sa superbe, et ça ne dégage plus grand-chose à vrai dire. Donc, victoire de Edge, évidemment, qui lui a encore de belles choses devant lui pour ses derniers matchs avant la retraite. Il y a encore de belles choses à faire que Finn Balor. Bon, il tourne en rond, il a pas eu sa superbe, ce n'est plus le même. Victoire de Edge et cette rivalité se termine ici. Suivant des matchs que j'attends vraiment pas plus que ça, c'est Bianca Belair versus Asuka. Alors, je sais très bien que sur le ring, ça va sûrement être le match féminin le meilleur match féminin de la carte. Il y a de grandes chances. Bianca Belair et Asuka, c'est 2 catcheuses extrêmement balèzes sur un ring. Parce que les deux aussi souffrent de la même chose, c'est qu'elles n'ont toutes les deux pas du tout une bonne promo. Pour construire des rivalités, elles ont beaucoup de mal toutes les deux. Et d'ailleurs, la construction de ce match a été catastrophique. Bianca Belair qui n'arrive pas à aligner 2 phrases sans paraître fausse, et Asuka qui ne dit aucun mot, qui ne peut pas parler anglais, qui préfère cracher son liquide vaisselle dans la bouche. Ça ne fait aucun sens, c'est juste cringe, c'est juste malaisant. Voilà, on invente des mots sur Kozak, mais c'est comme ça. C'est juste malaisant, ça va être très bien techniquement parlant sur le ring, bien sûr, mais voilà, Asuka ne fera pas une bonne championne. Ça a beau être, elle a beau être bonne techniquement, ne pas pouvoir construire de promo, ce n'est pas possible pour un champion, ce n'est pas possible. Pas pouvoir construire de programme sans que ça fasse cringe, ce n'est pas possible. Donc, victoire de Bianca Belair qui, quand même, peut aligner des phrases, contrairement à Asuka, évidemment. Suivant le match attraction de la soirée, et on passe au match qui me hype. À partir de maintenant, tous les matchs me hype. Tous les matchs me hype à partir de maintenant. Et il reste encore 8 matchs. 8 matchs ou 9 matchs à parler. Donc voilà, on est sur un WrestleMania qui a été très très bien construit. Brock Lesnar versus Omos. Oui, je suis hypé par Brock Lesnar versus Omos. Et je suis plus hypé par ce Brock Lesnar versus Omos que je n'aurais été hypé de voir Brock Lesnar versus Bray Wyatt. Vraiment, parce qu'au moins là, on va avoir un match attraction, un match qui fait sens. Un match avec 2 gros poids lourds qui vont s'en mettre plein la gueule. Brock Lesnar va vendre les coups de Omos qui va être dominant. Le but c'est qu'il lui place son F5 à la fin. Un match de moins de 5 minutes s'il vous plaît. Un truc à la Goldberg vs Brock Lesnar qu'on a vu il y a quelques années. Qui était vraiment un match attraction extrêmement jouissif. Voilà. F5 de Brock Lesnar sur Omos. Brock Lesnar l'emporte mais over Omos. Let's go, ça va être, en vrai ça va être fun, ce match, ça va être un petit bonbon de transition, ça va être sympa, ça va être très sympa. Suivant un autre bonbon, mais qui va durer plus longtemps, va être plus sur l'endurance, mais c'est aussi un match attraction, Seth Rollins face à Logan Paul. Alors, la construction de ce match, franchement, je trouve que Logan Paul a fait un super taf. Il est naturellement détesté de la foule.
Il est prétentieux, arrogant, il s'en bat les couilles, il a de bons faciès, il a un putain de bon punch, il est doué pour le catch, ça me tue à le dire, mais il est doué pour le catch, ce mec a un talent, c'est inné chez lui, il est vraiment doué. Il a fait du super taf. Seth Rollins, ce babyface, a fait un staff qui, pour une fois, je trouve très mauvais. Très mauvais. En tant que babyface, il ne se repose que sur sa musique. C'est la seule chose qui le rend over. Parce que tout le reste du temps, c'était... C'était ça tout le temps, Seth Rollins. C'était son personnage de Joker bizarre qui fait des moves de danse et qui ne fait aucun sens. Et ça me tue parce que Seth Rollins, les moments où il redevenait sérieux, on se rappelle du moment où il a pété un câble contre le Miz, qu'il l'a curbstone plein de fois, la fois il en voulait à Logan Paul, qu'il a commencé à l'agresser. Les faciès sérieux de Seth Rollins sont vraiment bons. Ce mec, s'il le veut, il peut vendre des programmes de manière cohérente. Là, ce programme, je sais pas, il a eu trop de liberté, je sais pas ce qui s'est passé, mais je trouve qu'il a fait n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi, j'ai pas forcément envie de me ranger derrière lui, mais j'ai hâte de voir ce match. Même si je me rangerai pas derrière lui, Seth Rollins a des talents athlétiques incroyables, tout comme Logan Paul. Ils vont clairement proposer un match de catch extrêmement bon, extrêmement jouissif, ça va aller de tous les sens. J'espère que Logan Paul va pas se blesser pendant ce match, je l'espère. On verra, en tout cas, victoire de Seth Rollins, puisque Logan Paul n'a pas besoin de victoire, il a allumé Seth Rollins tout du long pendant la construction, c'est à Seth Rollins de se venger de tout ça. Victoire de Seth Rollins qui est le catcheur à plein temps. Et suivant, et franchement, je n'aurais pas cru, il y a quelques mois, je n'aurais pas cru que ce match soit aussi haut dans ma hype, mais Rey Mysterio contre Dominic Mysterio. Waouh, Dominic a fait un taf incroyable. Dominic Mysterio a fait un taf incroyable pour construire ce match. Par rapport à son père qui a jamais été très très bon micro, toute l'histoire de Rey Mysterio qui s'écarte de sa famille avec le Judgment Day, qui se fait virer du groupe WhatsApp, qui trash talk sa mère, qui dit ta gueule maman devant son père qui lui fout une baigne, la foule a popé après des semaines en tant que Rey Mysterio, mais fout une mandale à son fils quand il le fait, c'est incroyable. La foule a hâte de voir ce match, la foule a hâte de voir Rey Mysterio péter la gueule à son fils. Et ça montre que c'est une bonne construction pour un match sans enjeu, c'est un match familial, ça va être incroyable. Alors, je pense, si ça ne tenait qu'à moi, je ferais gagner Dominic Mysterio. Parce que je trouve qu'il a mérité d'être mis over. Son père rentre au Hall of Fame. Passage de flambeau. Pour moi, ce serait un match parfait pour la retraite de Rey Mysterio. Franchement, si Rey Mysterio prend sa retraite après ce match, ce serait incroyable. Après, Rey Mysterio a encore beaucoup de choses à faire dans le ring. Il est encore très très bon. Ça peut être encore un très bon élément. Donc, voilà, il n'est pas obligé de prendre sa retraite, mais ce serait parfait pour lui. Bref. Mais si ça tenait qu'à moi, je ferais gagner Dominic Mysterio. Le problème, c'est comme on va le voir, il y a 3 matchs de passage de flambeau dans ce show. 3 matchs de passage de flambeau entre un nouveau et un ancien. Et pour les 2 autres, je vois le nouveau gagner, que le passage de flambeau se fasse véritablement. Je pense que la WWE va faire gagner Rey Mysterio pour une ovation de la foule, une pop de babyface. Rey Mysterio qui parvient à battre Dominic, qu'on n'ait pas trop de hit à ce niveau-là. C'est ce que je pense parce que je vois de la hit ailleurs dans le show. Et clairement, on ne sera pas ici. C'est peut-être le seul match où il n'y aura pas un passage de flambeau fait. Même si Rey va mettre over son fils. Évidemment, Rey Mysterio, c'est le roi du selling. Il n'y a pas meilleur seller que Rey Mysterio. Enfin, il y en a d'autres, mais c'est un des meilleurs en tout cas. Il va mettre son fils over. Même si Dominic perd, il sortira grandi de ce match. Bref, ça va être sympa. Suivant, j'aurais aimé qu'il soit plus haut. Et franchement, il aurait été plus haut si Charlotte Flair aurait fait un meilleur travail. Effectivement, on parle de Rhea Ripley contre Charlotte Flair. Ma hype est quand même bonne. Malheureusement, je n'ai pas hâte de voir le match. J'ai hâte de voir le résultat. Rhea Ripley, depuis le Royal Rumble, depuis ce début d'année, a fait un taf incroyable elle aussi. C'est la plus grosse star féminine. C'est la personne féminine où tous les yeux sont rivés. Tout le monde regarde Rhea Ripley et ce qui va arriver à Rhea Ripley. C'est la star. C'est sur elle. Elle est sous le feu des projecteurs actuellement. Elle est over as fuck. Une bonne promo, un bon physique, un bon selling, de belles offenses, une shape de malade. Bref,
Rhea Ripley, elle est au-dessus du game. Elle est clairement au-dessus du game et elle a bien buildé sa rivalité. Elle s'est vraiment bien établie en tant que la heel badass. Et en face d'elle, Charlotte Flair était censée se construire en tant que babyface. Et Charlotte Flair a échoué. J'en suis revenu sur ma vidéo, si vous regardez ma vidéo de la semaine dernière, l'échec de Charlotte Flair en tant que babyface. Charlotte Flair a échoué pour se builder en tant que babyface. On a un heel badass face à Charlotte Flair. Mais pas face à un babyface qu'on a envie d'encourager, malheureusement. C'est un échec. Donc je n'ai pas vraiment hâte de voir ce match, j'ai peur que la foule soit un peu morte parce que la foule n'aura pas vraiment quelqu'un sur qui se ranger. En revanche, j'ai hâte de voir Rhea Ripley enfin tenir cette ceinture de championne qu'elle mérite véritablement à ce moment-là. Match suivant, Gunther versus Drew McIntyre versus Sheamus pour le titre intercontinental. Encore une fois, ce match aurait été vraiment placé plus haut si ça aurait été un match simple et non pas un triple threat. J'en suis aussi revenu, je vous laisse regarder ma vidéo de la semaine dernière aussi. Pourquoi je suis un peu déçu de ce qu'il y a un triple threat. Gunther, je le voyais bien comme un champion, un vrai champion de catch, un mec qui ne se bat que comme des 1v1, David contre Goliath à chaque fois. Quelqu'un qui respecte l'art du catch, qui se bat pour ce noble art qu'est le catch. Et là, on est dans un triple threat et l'accent a été plus mis sur la rivalité Drew McIntyre et Sheamus que sur l'un des deux voulant battre le champion intercontinental. L'accent a été mis sur Drew et Sheamus qui sont en rivalité. Et les deux en ont perdu. Les deux ont perdu un peu de sueur grâce à ça. Les deux, on n'a pas vraiment envie de se ranger derrière l'un ou l'autre. On aime les deux. Du coup, les babyface sont divisés. On a juste un méga heel face à deux petits babyface. Alors qu'on aurait pu avoir un méga heel face à un méga babyface. Soit la revanche de Sheamus, soit l'affrontement entre Drew McIntyre, un mec qui est passé à ça de battre Roman Reigns, face à Gunther, le plus gros champion intercontinental de cinéma moderne. On aurait pu avoir ce programme, et malheureusement on l'a pas. Alors, c'est peut-être un des matchs où le résultat est le plus flou, peut-être, de toute la carte. Pourquoi ? Drew McIntyre, depuis qu'il a gagné son titre pendant l'heure du Covid, on réclame qu'il remporte un titre devant une foule. À Clash of the Castle, c'est passé à rien, la foule, il y avait une clim de malade, et il n'a jamais eu cette chance, alors qu'il l'a mérité, il n'a jamais eu cette chance de remporter un titre face à une foule. Du coup, espoir sur McIntyre, qui en plus est legit pour battre Gunther. Sheamus, qui lui aussi est dans l'espoir de devenir un Grand Slam champion, il manque juste le titre intercontinental, c'est tout ce qui lui manque. Donc peut-être Sheamus pour devenir un Grand Slam champion. Ou Gunther tout simplement pour continuer son règne de champion, qui est extrêmement divertissant. Et à vrai dire, encore une fois, si on aurait eu que Sheamus ou que Drew McIntyre, j'aurais vu l'un ou l'autre battre Gunther. Sincèrement. Dans un triple threat, je ne vois pas quel serait l'intérêt de changer de titre. De changer le titre des mains. Je ne vois pas quel intérêt. Je ne pense pas que Drew ou Sheamus y gagneraient tant que ça. Il faut battre Gunther en solo pour être over. Gunther mérite d'avoir son règne se terminer par un 1v1. Sincèrement. Et pas autrement. Donc même si les rêves de voir Drew McIntyre et Sheamus réduits à néant, je bookerai une victoire de Gunther vu que c'est un triple threat. Vraiment. Histoire de rajouter un peu de clim, parce qu'il faut un peu de clim, parce qu'on va avoir des ovations dans le public, on va en avoir, il faut un peu de clim. Gunther va conserver son titre intercontinental, en tout cas c'est ce que je ferai. Suivant le match pour le titre des États-Unis, Austin Theory face à John Cena. En le dernier match de passage de flambeau sous cette carte, John Cena va mettre over Austin Theory qui le mérite. Austin Theory, le potentiel de ce gamin est over the sky. The sky is the limit with the sky is the limit with this man. Il n'a pas encore la meilleure promo, mais il se débrouille. Il a un faciès énorme. Il a une shape hallucinante, Austin Theory. Il fait des putains de bons matchs. Il a une bonne hit. Il doit battre John Cena pour enfin avoir une victoire crédible qui soit crédibilisée en tant que champion des États-Unis. Évidemment. J'ai hâte de voir ce match. John Cena sait mettre over ses adversaires. Il sait le faire. C'est un bon talent. C'est une bonne star. Il va y avoir aussi beaucoup de hits.
Austin Theory, victoire clean. Sincèrement, il le mérite bien plus que John Cena. John Cena ne doit plus servir qu'à mettre over les autres. Allons-y pour ça. Match suivant, évidemment, il nous reste les 2 matchs concernant la Bloodline. Évidemment que ce sont les matchs qui hype le plus. La Bloodline, ça a été la meilleure histoire de la WWE depuis de nombreuses années. Et là, on touche normalement à la fin, pas de la Bloodline, mais la fin d'une ère de la Bloodline, la fin, je pense, de la Bloodline dominante au sein de la WWE. La Bloodline décorée de titres. On touche à sa fin, donc on a hâte de voir ça. Sami Zayn et Kevin Owens affrontent les Usos pour les championnats tag team. Je pense que ce match va être chargé en émotions. Ce match sera déjà un très bon match de tag team puisque les 2 équipes sont très bonnes. Sami Zayn et Kevin Owens, les héros du peuple qui sont super en équipe, je trouve. Ils sont à leur place, je pense. C'est soit ils sont bons dans la mid-card, soit ils sont bons dans les rosters par équipe. Sami Zayn et Kevin Owens. Là, ils sont parfaits à ce niveau-là, je trouve. Ils ont le physique pour, ils ont la pop de la foule pour. C'est génial. Les Usos, ils ont brillé depuis de nombreuses années. Ce qui va être intéressant, c'est le placement de Jey Uso dans cette histoire. Comment va réagir Jey Uso? Comment va se battre Jey Uso? Comment va se battre Sami Zayn face à Jey Uso? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont se disputer, les Usos, entre eux? Est-ce qu'ils vont être au contraire ensemble? Bref, niveau émotionnel, niveau storytelling, il va se passer beaucoup de choses pendant ce match. Et Sami Zayn et Kevin Owens, je les vois bien remporter ce match. Ils le méritent. Après leur grosse défaite face à Roman Reigns, ils méritent d'être décorés pour tout le travail qu'ils ont fait, en particulier Sami Zayn. Tout le superbe travail qu'il a fait au cours de ce dernier mois. À quel degré il s'est élevé au sein du peuple pour être apprécié à ce point, pour avoir des pops de foule aussi haïssantes que ça. Le mec mérite d'être décoré. Donc oui, victoire de Sami Zayn et Kevin Owens, les nouveaux champions par équipe. Et le début de la fin de la Bloodline qui s'achèvera avec ce main event, Cody Rhodes contre Roman Reigns. Là, ma hype, elle est énorme. Ma hype, elle est énorme. Ils ont totalement réussi cette construction. Ils ont plus que réussi cette construction. Mais en plus d'avoir une bonne construction, ce match a un star power hallucinant. Hallucinant. L'année dernière, on a eu Brock Lesnar contre Roman Reigns, qui a le même star power, même un peu plus de star power au final. Mais la construction était bien moins personnelle, bien moins bonne. Cette année, on a le star power plus la construction. On a la deuxième personne avec Cody Rhodes qui peut potentiellement battre Roman Reigns. Enfin, j'ai hâte de voir ce putain de match, j'ai hâte de voir Cody Rhodes détrôner Roman Reigns parce que oui, il est de l'heure, il est temps. Il y a une zone de flou sur ce match parce que Roman Reigns n'est pas très loin d'avoir les plus de 1000 jours de règne. Mais entre élever un nouveau babyface pour de nombreux mois, pour une nouvelle ère à WWE et juste dépasser des records, alors qu'il n'y a pas d'autre babyface plus over que Cody Rhodes à l'heure actuelle, évidemment Cody Rhodes doit remporter ce match. Cela fait sens, cela est logique. Mais je sais que la WWE et les 2 lutteurs vont faire tout leur possible pour nous faire croire à sa défaite. Il va passer à ça de la défaite. On va serrer les fesses, croyez-moi, on va vraiment serrer les fesses. Mais au bout du compte, Cody Rhodes va battre Roman Reigns. Il va le faire. Et ça va être génial. Énorme ovation de la foule. On va avoir un WrestleMania qui se finit sous les fanfares, sur une célébration plus que hors norme. Ça va être fou. Ça va être fou. Voilà. Mon booking pour WrestleMania. Franchement, ma hype est extrêmement haute. J'ai hâte de voir ces 2 nuits. Ce week-end va être fantastique. Je trouve que la construction dans l'ensemble, pour un peu plus de la moitié des matchs, la construction a été vraiment bonne. Pour un peu plus des 2 tiers des matchs, la construction a été au mieux correcte. Je trouve ça vraiment bon. Pour un WrestleMania où il y a 13 matchs sur la carte, je trouve qu'ils ont fait un putain de bon travail. Honnêtement, ils viraient les 2 Fatal 4-Way, ils les mettaient en pré-show. Et franchement, à leur place, je mettrais les 2 Fatal 4-Way en pré-show.
Pré-show, voilà, avant que ça commence, on met 2 Fatal 4 Way pour les gens qui arrivent dans la foule. Un petit spot fest tag team à chaque fois. Il nous reste donc 11 matchs sur les 2 cartes. On est paré pour un putain de show exceptionnel. On verra si sur la main card ou sur le pré-show, nous verrons bien. En tout cas, c'était Kozak. Je vous souhaite de passer un très bon week-end de WrestleMania. J'ai vraiment hâte de voir ce show. Prenez soin de vous, chers fans de catch.